Bienvenue à l'atelier du cœur bricoleur, une vidéo, aujourd'hui un partage autour de la notion dont je parlerai très régulièrement, de la mémoire traumatique. Donc ce concept est un concept physiologique qui décrit donc les séquelles engrammées dans le corps suite à un trauma. C'est une notion que j'ai découverte tardivement grâce à une amie qui m'a branchée sur les travaux de Muriel Salmona, qui est une psychiatre et une activiste qui a un site de ce nom-là, Mémoire traumatique, et qui avait il y a quelques années lancé aussi une campagne de sensibilisation et une pétition qui s'appelait Stop au déni. Je mettrai les liens de son site sous la vidéo, qui est un site très riche en études, en sensibilisation sur le sujet et aussi avec des ressources pédagogiques précieuses. Donc, j'expliquais un peu ce que j'ai compris et retenu de ce principe du système nerveux qui fonctionne, du cerveau qui va déployer un système de réaction en chaîne face à une situation de violence. Donc de manière ordinaire, devant une menace, un danger, il va y avoir des partenaires dans le cerveau qui vont travailler ensemble pour déclencher à l'issue de cette réaction une réponse adaptée à la situation. Donc, il y a une menace, il y a un danger, l'amygdale dans le cerveau donne l'alerte, alerte rouge. S'ensuivent des déferlantes hormonales d'adrénaline et de cortisol qui sont destinées à mobiliser le corps pour réagir. Attaque, fuite, riposte, etc. Et mobiliser aussi l'hippocampe, qui est une banque de données expérimentale, une banque de données sensorielles, dans laquelle se branche le néocortex, qui va lui avoir une fonction analytique pour récupérer dans cette expérience, dans ce réservoir expérimental, les infos pour poser une action adaptée à la situation de manière optimale. Que se passe-t-il quand le trauma, quand la situation est ultra violente, une violence, une intensité ingérable? Donc là, on parle de toute situation, mais potentiellement violence, agression, accident, etc. Donc l'intensité est extrême. L'amygdale déclenche la réponse hormonale. Cette réponse hormonale est suradaptée, est tellement surdosée que la dose hormonale devient toxique pour le corps, pour le cœur, pour le cerveau. Donc risque d'AVC, risque d'accident cardiaque. Le cerveau a donc le réflexe de procéder à un court-circuit pour éviter ce danger vital. Si cette situation perdure, c'est-à-dire si ce système d'alerte permanent de l'amygdale, donc si ça perdure, on parle de mémoire traumatique. C'est des séquelles traumatiques qui s'installent dans le temps. Pour éviter ça, il faut un soin précoce, une prise en charge précoce. Sinon, la durée de vie à peu près d'un trauma, c'est de subir pendant quelques semaines, quelques mois, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, etc. S'il n'y a pas de soins, s'il n'y a pas de thérapie, s'il n'y a pas de prise en charge, les troubles peuvent s'installer. Et donc, il a été même étudié sur imagerie médicale des IRM de personnes qui avaient subi des traumas enfants. Et au niveau de l'imagerie médicale, en faisant une IRM du cerveau, on voyait l'amygdale en mode alerte, toujours des années après. Donc les séquelles traumatiques, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est se voir installer durablement un système où on est, par rapport à soi, par rapport au monde, en mode alerte permanent. On a toujours le sentiment d'une menace imminente, d'un danger vital imminent. Donc il y a un grand épuisement du système nerveux.
Et divers troubles, hein, donc sommeil, état dépressif, conduite addictive avec le but de compenser, hein, d'anesthésier le ressenti qui est ingérable, donc par système compensatoire, hein, donc des conduites addictives. Et puis donc tout ce qui est atteinte à soi, hein, autodestruction, donc ça passe par des troubles alimentaires, tentatives de suicide, etc. Il a été prouvé que les personnes qui ne bénéficient pas de prise en charge de soins, le fait de porter, d'avoir engrammé comme ça une mémoire traumatique, réduit clairement leur espérance de vie. Voilà. Alors je pense que cette description de la réaction en chaîne, là, dans le cerveau, je pense que tout le monde y est familier à un certain degré. Donc, les conséquences de ça immédiates, je vais les décrire aussi. Une fois qu'il y a eu court-circuit, pour éviter le danger vital, il se produit au niveau, donc on parle en psychiatrie, des phénomènes de dissociation, donc avec le sentiment de se vivre en dehors de son corps. Certaines victimes de violences sont capables de décrire la scène en dehors et de se voir, en dehors de leur corps et de voir la scène comme ça en détail à l'extérieur d'elle-même. Pour moi, si on le relie à l'énergétique, il y a vraiment une fracture énergétique dans l'être où il va s'agir par le soin vraiment de revenir au corps, de revenir à ce point de fracture vraiment très primitif, parce que c'est vraiment dans le corps physique que ça se passe. Deuxième phénomène, c'est le phénomène de sidération, donc incapacité à poser ni aucune parole, ni aucun geste. C'est le figement, hein, qui est la conséquence donc, de ce court-circuit cérébral. Ça donne lieu tout ça aussi à des phénomènes associés qui sont plus ou moins durables d'amnésie, avec parfois des souvenirs partiels, des souvenirs qui reviennent ou des souvenirs qui ne reviennent jamais, hein, de la situation. Et je pense que sur tout ceci, déjà c'est important de poser de la pédagogie, de comprendre ça, parce que une victime de violence est souvent cataloguée. C'est lié pour moi à une ignorance qui est en fait une violence redoublée. Donc je vais décrire pourquoi, mais le fait de comprendre que votre corps a été au maximum de ses possibilités pour protéger la vie de manière très primitive, de manière organique, c'est très important pour se déculpabiliser. Quelle que soit la situation, quand on n'a pas eu les gestes adaptés à ce qui serait attendu, qui aurait été intelligent, une réaction intelligente face à la situation, il y a une culpabilité qui est, on va dire, transcendantale, hein, c'est-à-dire qui peut conduire à une dissociation, mais aussi à une culpabilité qui donne une haine de soi qui a 1000 facettes, mais qui est très dommageable et pas du tout favorable à la vie, en fait, hein, et à la résilience. Je vais parler de la spécificité maintenant de la mémoire traumatique relative aux violences sexuelles subies dans l'enfance. Et pour moi, il y a quand même des séquelles potentiellement très spécifiques. Alors, un relatif au statut de la victime dont j'ai parlé, c'est un sujet dont on entend long et large en travers par vagues, hein, comme ça, les violences sexuelles dans les médias. En revanche, donc ça donne une forte réactivation, mais aucune pédagogie derrière. Donc voilà, et souvent autour de la victime, dans une société très favorable aux dominants, à la force, au succès, en fait, la victime est une pauvre chose inadaptée. C'est ça le sous-entendu, hein. Une pauvre chose, donc plus ou moins toujours un peu coupable de sa faiblesse. Voilà, parce qu'elle aurait dû, elle aurait pu. Il faudrait qu'elle comprenne que dans ce monde, et pourquoi t'as pas parlé, et pourquoi. Donc tout ça, c'est de l'ignorance, hein, de ce qui se passe dans un corps violenté à l'extrême, et que tout être potentiellement soumis à une telle intensité et à une telle sollicitation du système nerveux, eh bien, buggerait pareil, hein. Donc il ne s'agit pas là de force mentale, de force morale, sans compter
tout ce qui est mainmise familiale, sociétale sur le fait de libérer la parole. En dehors de ça, il y a juste le fait que se déprendre de la mémoire traumatique pour pouvoir en faire quelque chose, le prendre à bras le corps, son soin, ça peut prendre des années. Voilà. Et que tout être, c'est pas être mal foutu que d'avoir été soumis à une impossibilité de poser quoi que ce soit comme action ou comme parole au moment M. Donc ça, c'est très important de se saisir cette information. Comme toute information, ça suffit pas à guérir. C'est une donnée, mais c'est pour moi, je pense, très libérateur et ce serait très pédagogique que ce soit davantage diffusé. Deuxièmement, la spécificité du trauma sexuel précoce. Comme on l'a vu, l'hippocampe, c'est ce réservoir de données expérimentales pour un adulte, potentiellement, quelle que soit la violence, quel que soit le trauma, il y aura dans le processus thérapeutique l'idée de revenir à l'expérience qui est déjà apprivoisée et installée suffisamment de la sécurité de l'expérience, de la sécurité de son corps, d'avoir appui comme ça sur des choses qu'il a pu installer en lui-même quant à la sécurité d'exister au monde, d'exister dans son corps. Pour un enfant, il n'y a pas la maturité de ce système, il n'y a pas la maturité expérimentale. Et a fortiori pour des violences sexuelles, les dommages corporels, c'est le cas de le dire, sont immenses parce que, alors là, selon moi, le processus, ça va être vraiment d'apprivoiser à petites touches délicates la sécurité d'exister, la sécurité d'être à soi-même, capacité de se réintérioriser, de se réasseoir dans le corps. Je vais souvent parler de petits gestes, de petites thérapies très élémentaires, des outils soit de respiration sans forcer, soit de poser l'intention de s'asseoir dans le corps, d'apprivoiser sa présence parce que tout simplement on a été dissocié de ça. Il y a l'expérience du trauma qui provoque un exil de son corps, des autres, du monde, et qu'il s'agit vraiment de lever pour ramener le corps dans son centre. Sont touchés dans le cas de trauma sexuel, ce qu'on appelle au niveau énergétique et puis traditionnel, dans les traditions extrême-orientales, le chakra racine et le chakra sacré, ces centres vitaux de la zone. Annick de Souzenel, qui a travaillé sur la symbolique du corps, parle, j'aime beaucoup ce terme de plexus urogénital. Donc c'est ce centre de vie, de procréation, de plaisir, d'incarnation, de naissance, donc primitif, très primitif. Quand il y a une fracture à ce niveau, il y a beaucoup de troubles liés juste à l'existence, au sentiment d'exister, de sorte que le trauma et les résurgences traumatiques, les paniques qui surviennent à l'occasion d'X ou Y relance du trauma, c'est vraiment lié au sentiment d'exister. Il y a un sentiment d'anéantissement qu'il s'agit d'apprivoiser avec une délicatesse immense pour retrouver la puissance de son centre qui a au final jamais été perdu. Mais il y a comme une main lâchée, une partie qui a été endommagée, et il faut laisser la partie intacte qui est pour moi intouchable et qui est profondément intacte, qui est capable de prendre en charge ce retour à la maison. Et cette reliance à soi là, elle est très importante, je pense, d'appréhender, d'apprivoiser, puis après de réactiver un peu tout le temps en fait. Tellement parfois la fracture a été profonde, surtout s'il y a eu des traumas répétés, où il y a eu des sillons bien tracés en ce qui concerne ces programmes. Donc voilà, très précieux de revenir à des outils très primitifs qu'on ne peut pas seulement déclencher dans les moments de gloire, de bien-être ou de moments plus souples, mais aussi dans des moments très difficiles de réactivation. Alors, juste poser des choses, des gestes intérieurs très primitifs où on est capable de tenir la barre à l'intérieur de soi, de sa maison, de trouver ou de retrouver sans cesse un confort
dans le fait de nidifier en soi. Et à partir de là, c'est avec ça qu'on peut arriver à goûter son existence, mais aussi tout l'aspect relationnel, puisque nous sommes des êtres de relation, de fait interdépendants. Et pour appréhender la relation de manière sécure et de manière confortable et goûteuse, eh bien, il s'agit toujours de s'assurer que cette nidification intérieure, elle est confortable, qu'on peut y retrouver, d'être contenu, d'être accueilli et d'être soigné, en fait, quel que soit son état. Voilà. Donc ça, c'est tout un travail qui est magnifique et puis en même temps qui demande beaucoup d'exercice. Hein. C'est un exercice d'éducation, je dirais, surtout quand les traumas sont enfantins. J'insisterai aussi, puisque je fais un bond, même si je ferai une vidéo spécifique sur ce qui me paraît être les soins les plus opportuns dans le parcours de soins de ce type de trauma, insister sur 2 choses. 1, la zone physiologique, la zone rouge. Il faut avoir l'honnêteté quand on est en danger, qu'on se met en danger ou qu'on est dans des compulsions d'autodestruction, quelle que soit la forme que ça prend, ou de panique, etc., vraiment de sécuriser le corps. Hein. Il faut avoir recours à des instances médicales adaptées, éveillées à ce genre de problématiques pour sauver le corps. Hein. Il y a des zones rouges où on ne peut pas remplacer, on peut à la limite additionner un travail intérieur, des repères spirituels et tout ça, mais ce sera vraiment totalement artificiel si le corps n'est pas sécurisé, mis en sécurité, que la santé de base est assurée. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je pense à tout ce qui est tout ce qui est soins plus symboliques et plus liés à la spiritualité. En ce qui concerne les traumas, la mémoire traumatique d'origine sexuelle, attention à tout ce qui est, selon moi, imagerie de purification. Il y a souvent une imagerie de soi-même liée à la souillure, liée à l'exil, liée au fait d'être sali. Et je pense que s'approprier des notions de purification même des chakras et tout ça, ça installe en soi-même l'idée qu'on est impur. Et déjà, je pense que cette imagerie, elle est vieille en fait, qu'elle est plus ou moins obsolète, qu'on retombe dans des trucs qui ont été dommageables pendant des centaines d'années sur la vision du pur et de l'impur. L'existence au monde, pour l'instant, elle est duelle. Et en fait, si on n'a pas d'outillage capable d'embrasser la totalité de l'expérience et d'infuser le divin aussi dans les expériences les pires, en voulant les karchériser, les javeliser, pour moi, on est dans un artifice, dans une contention artificielle, dans une éradication qui n'est pas favorable aux vrais soins, qui est capable donc d'endosser les totalités des ramifications de l'incarnation, y compris dans des expériences très dures et des expériences plus ou moins où on a vécu des dégradations. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être embrassé dans la totalité de son expérience. Pour moi, un rapport au divin qui n'est pas capable d'insuffler dans tous les recoins de l'expérience humaine, d'injecter de la chaleur, de la suture et de les prendre en charge, il y a un truc qui cloche en fait. Voilà. Donc tout ce qui est imagerie autour de la purification, il y a un aspect javel qui ne me parle pas du tout. Et je pense que plutôt que d'être obsédé par la guérison, peut-être qu'il est bon d'être concentré au mieux par un soin permanent qui, dans les moments les plus difficiles, c'est du soin minutieux, délicat, puis dans les moments les plus majestueux, agréables, c'est le délice de prendre soin de soi, comme on dit. Mais du coup, les guérisons se font
Mais voir la guérison comme le fait de se débarrasser de son passé, pour moi, ça fait souffrir et c'est illusoire. Je pense que des premiers cycles thérapeutiques que j'ai fait jeune, j'avais cette illusion inconsciente que je serais débarrassée en fait du truc. J'appréhende les choses différemment maintenant. Et je pense que cette matière première qui n'est pas unique, hein, le trauma, c'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous avez vécu. Donc il y a eu des inclinaisons de croissance, mais ça ne fait pas la nature de qui vous êtes. Ça fait des inclinaisons de comportement, de réaction. Et je pense qu'il y a une capacité plutôt, moi j'aime bien la notion artistique, hein, de modeler cette matière première, qui parfois est rigidifiée. Donc peut-être l'idéal du soin, c'est d'arriver à réchauffer suffisamment cette matière traumatique pour en faire une argile et une création qui vous fasse du bien, qui ait du sens et qui soit belle en fait. Hein, tout cet art japonais là de dorer les fêlures, je pense que c'est très important de faire avec plutôt qu'avoir l'illusion de se débarrasser de sa vie. On embrasse sa vie, on la réchauffe suffisamment pour que tous les trucs cristallisés, rigidifiés, soient assouplis, soient comme on assouplirait une cicatrice, hein, comme on prendrait soin de manière à avoir quelque chose de souple, dont faire un modelage qui vous convienne à vous et qui soit un beau modelage de vie en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais transmettre à ce sujet autour de la mémoire traumatique et des spécificités selon les traumas. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois.